J'ai vendu mon entreprise pour 5 millions d'euros. Ma grand-mère m'a dit une seule chose. Dis à sa famille que tu es ruiné. Je l'ai écouté. Le matin suivant, ma belle-mère a appelé mon mari. Elle a prononcé des mots qui m'ont fait comprendre une chose absolue. Ma grand-mère est un génie. Bonjour. Voici le piège familial. Ce sont des histoires où les proches s'avèrent beaucoup plus dangereux que les parfaits étrangers. Écoutez bien. Mais avant de parler de cette énorme vente, je dois absolument parler de ma grand-mère. Parce que sans elle, toute cette histoire n'existerait pas du tout. Colette a 75 ans. Elle a passé la majeure partie de sa vie d'une manière bien particulière. Les hommes 2 fois plus grands qu'elle essayaient de ne jamais croiser son regard. Elle a travaillé 28 ans dans la brigade financière de la police de Marseille. Elle y est entrée comme jeune officier à 22 ans. Elle en est partie comme capitaine à l'âge limite. Pas une seule année plus tôt. Maintenant, elle profite de sa retraite de la police. Elle possède une belle maison en pierre dans la banlieue d'Aix-en-Provence. Il y a toujours un charroux sur le rebord de la fenêtre. Une bonne tarte aux pommes cuit souvent dans le four. Et elle garde ce regard perçant qui vous donne envie de tout avouer. Même si vous n'avez absolument rien fait de mal. Nous sommes 3 générations de naïves. C'est ce que disait souvent ma grand-mère. Elle me versait du café en me regardant par-dessus sa tasse. Elle avait l'expression d'un enquêteur qui interroge un témoin clé. Pas un seul homme bien dans toute notre famille. J'ai l'impression que nous sommes un aimant pour les modèles défectueux. Des hommes avec un grave défaut de conscience. Les mains de ton grand-père ne servaient qu'à une seule chose. Tenir une bouteille de pastis. Ton père était encore pire. Il n'a même pas eu le temps de boire. Il a simplement fui la maison. Je pensais que c'était une malédiction familiale. Mais ensuite, j'ai compris la vérité. Non. Nous avons juste le don de trouver ceux qui méritent soit la prison, soit un centre de désintoxication. Et c'était une vérité pure. Bouillie jusqu'à une transparence très amère. Mon grand-père a commencé à boire quand ma mère avait 5 ans. Grand-mère l'a mis à la porte. Elle ne l'a plus jamais laissé franchir le seuil. Il est mort en 2009 sans jamais avoir dessoulé. Mon père a appris la grossesse de ma mère au 5e mois. Il a disparu avec une prudence silencieuse. Exactement comme un petit voleur qui quitte la ville où il a laissé des traces. Grand-mère l'a traîné en justice pendant 3 ans pour obtenir une pension alimentaire. Puis elle a abandonné. Elle a eu raison de le faire. Son énergie était nécessaire pour autre chose. Ma mère est morte en accouchant à 25 ans. Des complications graves. Une hémorragie foudroyante. Les médecins ont baissé les bras. Colette a ramené la petite Chloé de la maternité. C'était moi. Elle m'a élevée toute seule. Avec sa pension de capitaine et un caractère d'acier. Un caractère devant lequel même les mauvaises herbes du jardin préféraient mourir d'elles-mêmes par précaution. J'ai passé 30 ans à enfermer ceux qui comptaient l'argent des autres. C'était la phrase que je connaissais par cœur. Ils commençaient tous exactement de la même manière. Ils disaient que nous sommes une famille. Retiens bien cela, ma chérie. Cette phrase dans la bouche d'un homme est le premier signe. Le signe qu'il a déjà repéré un prêteur sur gage pour vendre ton alliance. Et je la croyais aveuglément. Pas par habitude. Mais par pure mémoire. J'avais 8 ans. Nous rentrions d'un grand supermarché. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est apparu. Il était nerveux et très maigre. Il a arraché le sac de la caissière. Il a couru vers la sortie du magasin. Les clients ont reculé vers les rayons par peur. Le vigile a hésité près du portique de sécurité. Grand-mère tenait un pack de lait dans sa main droite. Elle ne l'a pas lâché. Avec sa jambe gauche, elle a fait un croche-pied. Calmement. Rapidement. Sans grand élan. Avec cette facilité apprise sur les tapis d'entraînement de la police. Le voleur a volé face contre le carrelage froid. Le sac a glissé vers le rayon des céréales. Ses 2 dents de devant sont restées sur le sol. Des petites dents blanches sur le gris. Ramasse les courses, ma chérie. Sinon tout va se renverser. Grand-mère a mis son genou entre les omoplates du gars. Elle a sorti son téléphone portable. Ne regarde pas les dents. Tu vas vomir. Le vigile est enfin arrivé en courant. Le voleur était déjà plaqué au sol. La caissière a levé les mains au ciel.
Vous êtes de la police. J'y étais. A répondu ma grand-mère en composant le 17. Je suis à la retraite maintenant. Mais mes réflexes ne sont pas à la retraite. Mes mains se souviennent mieux des menottes que des aiguilles à tricoter. C'est ce jour-là que j'ai tout compris. Ma grand-mère n'est pas du genre à appeler les urgences. Ma grand-mère est l'urgence. C'était une journée grise d'octobre. 10 ans de travail acharné depuis mes 22 ans. Depuis un seul local loué et une dette de 300 000 euros. Tout s'est résumé à une signature sur la dernière page d'un contrat. Et une notification de virement bancaire de 5 millions d'euros. Ce moment a été beaucoup plus silencieux que je ne l'imaginais. Grand-mère connaissait la date de la vente. Je l'avais prévenue une semaine plus tôt. Colette est arrivée en ville à l'avance. Au cas où. C'est ce qu'elle a dit. Même si je savais que chaque détail était prévu. Les chiffres sur mon relevé bancaire semblaient nets et distants. Comme une formule dans un manuel de mathématiques. Au lieu de l'euphorie, j'ai ressenti un grand vide intérieur. Cela ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé toutes ces années. J'ai pris mon téléphone. Je voulais appeler mon mari Julien. Je voulais partager cela et entendre sa voix. Mais l'écran a affiché un appel entrant. J'ai répondu avant même de réfléchir. Félicitations. A dit brièvement ma grand-mère. Descends dans le hall de ton immeuble tout de suite. Avant que ton mari ne transforme ta joie en ses propres projets. À sa voix, j'ai compris. Ce n'était pas de simples félicitations. C'était le début d'une opération policière. Colette se tenait près d'une colonne. Droite et concentrée dans son manteau sombre. Les mains croisées devant elle. La vente est définitive. Oui. Ne le dis à personne. À aucune âme qui vive. Y compris ton mari Julien. Mais grand-mère. C'est mon mari. Exactement. Un mari est le témoin principal. Soit il te couvre. Soit il te dénonce. Le tien ressemble à un récidiviste potentiel. Elle a légèrement incliné la tête. Elle le faisait toujours quand elle trouvait une objection ridicule. Tu vas raconter à sa famille que ton entreprise est en faillite totale. Ton partenaire a rompu un contrat vital. Les impôts te détruisent. L'argent a complètement disparu. Tu peux même ajouter que tu vas devoir retourner vivre chez moi. Pourquoi? Parce que les amis se connaissent dans l'adversité. C'est bon pour les cartes de vœux. Dans la vraie vie, on teste un mari avec une rumeur de pauvreté. La pauvreté est le meilleur désinfectant pour les relations amoureuses. Quand une femme n'a plus d'argent, son homme développe soudain un grand amour pour la liberté. Celui qui fuit à cause d'une rumeur fuirait aussi dans la réalité. Pourquoi attendrait-il la fin du drame s'il peut s'échapper au premier acte? Je suis restée silencieuse. Je serrais mon dossier contre moi. Grand-mère a ajouté plus doucement. S'il est sincère, il restera. S'il est calculateur, il vaut mieux le savoir maintenant. Plutôt que dans 10 ans. Quand l'argent et la jeunesse auront disparu. Joue ton rôle à la perfection. Mais n'oublie pas. Nous ne mentons pas. Nous vérifions les faits. La vérité doit gagner. Pas l'illusion. Oui, grand-mère. Je ferai tout ce que tu diras. Le soir de notre anniversaire de mariage, j'ai retiré ma montre. Je me suis démaquillé. J'ai enfilé un vieux pull gris usé au coude. Une ratatouille chauffait doucement sur la cuisinière. Une omelette toute simple était prête. Pas de vin. Pas de bougies. Pas de belle robe de soirée. Cet ascétisme forcé me mettait mal à l'aise. D'ailleurs, notre appartement dans ce quartier résidentiel de Marseille ne correspondait pas à mon compte en banque. Mon entreprise venait d'être évaluée à 5 millions. Mais je n'ai jamais aimé montrer ma richesse. Grand-mère m'avait inculqué cette règle dans ma jeunesse. L'argent aime le silence absolu. Ma chérie. Celui qui montre son portefeuille attire les jaloux ou les voleurs. Et souvent les deux en même temps. Vis modestement. Économise en silence. Seul ton banquier doit connaître ton solde. J'ai fait défiler les messages de la famille de mon mari. Ma belle-mère Sylvie envoyait souvent des photos de ses plats. Elle insistait pour que nous venions le week-end. Derrière cette insistance, je voyais maintenant un appât. Pas de l'hospitalité. Mon beau-père Bernard s'informait toujours de mon appartement.
Il posait des questions sur mes documents administratifs. De façon subtile. Mais avec la précision d'un inventaire. Ma belle-sœur Léa faisait souvent des blagues. Une moitié était de l'humour. L'autre moitié était une vraie demande. Chloé, tu as tellement de succès. On devrait ouvrir un commerce ensemble. Le schéma classique. L'une met l'argent. L'autre donne des conseils sur la façon de le dépenser. J'ai envoyé un message à grand-mère pour dire que j'étais prête. La réponse est arrivée en 4 secondes. Un seul mot. Action. Je me suis tenu devant le miroir de l'entrée. J'ai essayé d'avoir l'air épuisé. Mais mon visage refusait d'obéir. Mon propre reflet me dégoûtait. Comme dans une mauvaise pièce de théâtre. Alors j'ai simplement pensé à ma mère que je n'ai jamais connue. La fatigue est apparue naturellement. Une fatigue vraie et profonde. Julien est rentré à 19h. Il tenait un gros bouquet de roses. Une boîte de chocolat très chère. Il avait l'expression d'un mari modèle. Il semblait déjà calculer les futurs dividendes de son cadeau. En me voyant sans maquillage. En vieux vêtements avec les yeux rouges. Il s'est figé sur le pas de la porte. Le bouquet a légèrement tremblé dans sa main. Que s'est-il passé? J'ai récité mon texte mot pour mot. Le partenaire. Le contrat annulé. Les impôts. Les dettes énormes. Ma voix se brisait au bon moment. Ce n'était pas difficile. J'avais vraiment envie de pleurer. Mais pas pour les raisons que mon mari imaginait. Le bouquet a glissé sur le meuble. Puis il est tombé par terre. Personne ne s'est baissé pour le ramasser. Le silence a duré quelques secondes. Mais pour moi, ce fut une éternité. Quel est le montant de la dette? A demandé Julien avec froideur. Pas un seul mot de réconfort. Pas de chéri, nous allons nous en sortir. Juste le montant de la dette. À cet instant précis, j'ai cessé d'être sa femme. Je suis devenu un actif non rentable. J'ai prononcé un chiffre. Son regard a immédiatement glissé vers le placard du couloir. Là où se trouvaient les papiers de l'appartement. Et l'appartement est au nom de qui? Il a posé cette question avec l'intonation d'un notaire. Il a vite ajouté. C'est juste pour comprendre le côté juridique de notre situation. Pendant le dîner, il est revenu 2 fois sur la question du titre de propriété. Toujours sous couvert de protection. Toujours avec ce même goût métallique dans la voix. Écoute bien. A dit Julien en repoussant son assiette. Tu devrais peut-être aller chez Colette pour quelques jours. Tu te reposeras. Tu vas reprendre tes esprits. Et moi je vais régler les papiers ici. Ces mots semblaient attentionnés. Mais j'imaginais déjà le camion de déménagement emportant mes affaires. Calme-toi. Il a posé sa main sur la mienne. Nous allons régler ça ensemble. J'ai regardé cette main chaude et familière. J'ai pensé à la femme qui avait lu les gens comme des procès-verbaux pendant 28 ans. Celui qui aime pense à l'autre dans le malheur. Celui qui profite vérifie d'abord les papiers de l'appartement. Julien. Ai-je dit doucement. Tu ne m'as même pas demandé comment je me sens. Il a retiré sa main. Il a replié sa serviette. Il a bu une gorgée d'eau. Je vois bien que tu vas mal. Pourquoi demander une évidence? Il a souri. Ce sourire doux et enveloppant. Avant, je le prenais pour de la tendresse. Maintenant, c'était le glaçage sucré d'une pilule toxique. C'est beau en apparence. Mais l'arrière-goût donne envie de se rincer la bouche. J'ai débarrassé la table. J'ai fait couler l'eau dans l'évier. Grand-mère avait raison. Mais je voulais encore croire que mon mari avait juste peur. La peur rend les gens mesquins. Je me disais qu'au matin, il me demanderait enfin comment j'allais. Les roses étaient toujours par terre dans l'entrée. Personne ne les a mises dans l'eau. Je n'ai pas dormi. J'ai fermé les yeux et ralenti ma respiration. Je faisais semblant de dormir profondément. J'écoutais l'obscurité. Julien a soulevé la couette doucement. Il a quitté la chambre. Il a fermé la porte avec une prudence exagérée. Le clic de l'interrupteur dans la cuisine. Le bruit de ses pas sur le carrelage. La tonalité de son téléphone. J'ai entendu sa voix à travers le mur fin de notre immeuble moderne. Un immeuble qui n'était pas conçu pour garder des secrets.
Maman, elle a tout perdu, disait Julien. J'ai noté ce mot. Elle. Pas Chloé. Pas ma femme. Un simple pronom. J'étais relégué au rang de nuisance. La dette est énorme. L'appartement est à son nom heureusement. Mais si on va au tribunal, ça craint. Non, ne l'appelle pas, laisse-moi gérer. Sylvie s'est mise à parler très vite au bout du fil. Je n'entendais pas les mots. Juste l'intonation insistante et calculatrice. Mais la réponse de Julien était claire. Les biens communs, c'est un autre problème. Je vais me renseigner. Le deuxième appel à son père a duré moins d'1 minute. Bernard ne discutait pas. Il donnait des ordres. Viens demain matin. On va décider de la suite. Julien a accepté docilement. Comme un petit garçon devant le directeur de l'école. Quand il est revenu se coucher, il a posé sa main sur mon épaule. Je n'ai pas bougé. Sa main était lourde. Ce n'était pas une étreinte. C'était une vérification de propriété. Son corps était là. Son appartement. Sa signature sur les documents. Le lendemain matin, Julien est parti chez ses parents. J'ai appelé ma grand-mère. Il a dit elle. Ai-je prononcé d'une voix cassée. J'ai dû tousser pour continuer. Pas Chloé. Elle a tout perdu. Grand-mère a gardé le silence. 3 secondes. Pas plus. Mais ces 3 secondes contenaient 28 ans d'interrogatoire. Ça suffit. Viens chez moi tout de suite. J'appelle maître Marc. Qu'il prépare ses dossiers. Fini l'amateurisme. Ce n'est plus une simple affaire de famille. Maître Marc était assis dans la cuisine de ma grand-mère. Il était là comme quelqu'un qui a l'habitude des lieux. Le dos droit. Les manches de chemise retroussées. Une tasse de café devant lui. Il n'y avait pas touché. Un homme grand avec de larges épaules. Son visage montrait une patience à toute épreuve. Il avait commencé comme stagiaire avec Colette à la brigade financière. Puis il était devenu un avocat redoutable. Il l'appelait encore tous les mois pour prendre des nouvelles. 3 règles absolues, Chloé. A-t-il dit en comptant sur ses doigts. Première règle. Tu documentes tout. Les messages. Les appels. Chaque mention de l'argent ou de l'appartement. Les captures d'écran. Les enregistrements. Deuxième règle. Tu ne signes strictement rien. Aucun papier. Aucune procuration. Aucun accord. Troisième règle. S'il te propose de voir ta grand-mère pour un prêt d'argent, tu acceptes. Mais la rencontre se fera en ma présence. Avec un contrat de prêt qu'il devra signer lui-même. Marc, et s'il refuse de signer? Il ne refusera pas. Marc a regardé ma grand-mère. L'avidité est un moteur très fiable. Plus stable qu'une voiture allemande. Elle ne cale jamais dans les virages. Grand-mère se tenait près de la fenêtre. Les bras croisés. Elle me regardait comme elle regardait ces jeunes recrues avant une grosse arrestation. Ne te dispute pas ouvertement. A-t-elle conseillé? Tu veux qu'ils aient honte. Laisse-les se dévoiler eux-mêmes. Ne tire pas le rideau. Laisse-les monter sur scène de leur propre volonté. Grand-mère, je ne sais pas si je suis assez forte. Tu le seras. Je ne t'apprends pas à détester les hommes. Je t'apprends à ne pas laisser ta gentillesse devenir une corde autour de ton cou. Tu es gentille. C'est bien. Mais gentil et aveugle. C'est mortel. J'ai hoché la tête. Quelque chose s'est débloqué en moi. La douleur faisait place à une logique froide. C'était plus facile de respirer ainsi. Des photos me sont parvenues 2 jours plus tard. Elles venaient de Sophie. Ma meilleure amie d'université. Je n'avais pas besoin de lui expliquer le contexte. Elle fait partie de ces personnes dont la loyauté est automatique. Un café sur le vieux port de Marseille. Une table près de la fenêtre. Julien et une femme. Cheveux bruns. Robe rouge fluo. Sa main posée sur celle de mon mari. Il n'y avait rien d'explicite. Mais après 5 ans de vie commune, j'ai lu cette intimité instantanément. Comme on reconnaît une écriture familière. Elle s'appelle Céline. A précisé Sophie au téléphone. L'heure, le lieu, le ticket de caisse.
J'ai tout sauvegardé. Chloé, je ne me mêle de rien. Mais si tu as besoin de moi, je suis là. J'ai besoin de toi. Merci. Grand-mère a regardé les photos sans aucune surprise. Elle les a glissées dans le dossier de Marc. Plus nous avons de pièces, plus le visage de ce petit escroc devient net sous son masque d'homme parfait. La situation est devenue totalement claire la semaine suivante. Marc a fait une demande légale à la banque. Nous avons obtenu les relevés de notre compte commun. Des sommes importantes. 10 000. 20 000. 50 000 euros. L'argent partait vers une entreprise de conseil dont je n'avais jamais entendu parler. Les motifs changeaient tout le temps. Partenariat. Acompte. Garantie. Mais le destinataire restait le même. 150 000 euros volés dans notre budget familial. Retirés petit à petit. Comme on tire les fils d'un vêtement sans qu'il se déchire d'un coup. Je ne connais pas cette société. Ai-je affirmé. Bien sûr. A répondu l'avocat. C'est le but exact de la manœuvre. Grand-mère a pointé le doigt sur la colonne des dates. Tu t'es aveuglée toute seule. Tu as caché ses fautes sous ta gentillesse jusqu'à devenir complètement aveugle. Il ne t'a pas demandé d'argent. Non. Il l'a simplement pris. Entre demander de l'aide et voler discrètement, il y a 3 ans de prison ferme. Julien a proposé d'emprunter de l'argent à Colette quelques jours plus tard. C'était pendant le dîner. Il avait l'air d'un sauveur triomphant qui venait de trouver la solution miracle. Il parlait de saisie de biens. De créanciers impitoyables. De procès imminents. Chaque mot était prononcé avec une conviction parfaite. Avant, j'aurais cru à sa sincérité. Je vais appeler grand-mère. Ai-je dit docilement. J'ai composé le numéro. Nous en parlerons de vive voix. A répondu Colette. J'ai entendu son sourire au téléphone. Julien m'a prise dans ses bras. Il m'a serré très fort. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais partenaires de vie. A-t-il déclaré sans trembler. Il a préparé cette visite pendant 2 jours. Il a repassé son beau costume. Il a choisi une cravate sombre pour faire sérieux. Il a commandé un panier de fruits de luxe dans une épicerie fine. Je l'ai vu chercher sur Internet quel cadeau offrir à une femme âgée. Puis il a tapé comment parler à un ancien policier. Il a effacé sa recherche avec la tête d'un élève qui n'a pas trouvé la réponse. J'étais assise dans le salon. Je cachais mon sourire. Je repensais à l'histoire de l'alliance et du prêteur sur gage. Dans la grande maison en pierre de Colette, une table était dressée. Il y avait du café et Marc. Il prétendait être passé par hasard en voisin. Le contrat de près de 400 000 euros était dans un dossier. Il contenait une clause de remboursement immédiat en cas de divorce. Julien a prononcé son discours préparé sur l'amour et ses responsabilités de mari. Quand il a entendu la clause liée au divorce, il s'est figé complètement. Ses yeux balayaient la pièce. Moi. La grand-mère. L'avocat. Le silence a duré 5 longues secondes. Puis il a pris le stylo. Il a signé le document. Il a ravalé sa fierté. Avec la même main qui avait signé notre registre de mariage autrefois. Et encore une chose, Julien. A ajouté Colette en rangeant le dossier. Je veux inviter tes parents à déjeuner dimanche. Un repas de famille. Pour que tout le monde connaisse les conditions de ce prêt. Pour que personne ne dise plus tard que j'ai fait pression sur vous. Il a hoché la tête. Il n'avait pas le choix. Avant ce repas, j'ai fait une chose imprévue. Je suis allé au bâtiment de mes beaux-parents dans les quartiers nord. J'ai mis une casquette et un masque médical. Près de l'entrée, un retraité était assis sur un banc. Il avait une canne et un charroux sur les genoux. Tu cherches qui, ma grande? Les parents de Julien. Au 3e étage. Le vieux monsieur a souri en grattant son chat. Ah. Ceux-là. Le fils est passé ce matin en courant. Beau costume et cravate. 1 heure après, la mère dévalait les escaliers. Talons bruyants et manteau de fourrure. Je croyais à un enterrement. Mais c'était une réunion de crise. Une drôle de famille. Parfois silencieux. Parfois bruyants comme des actionnaires en colère. Merci monsieur. Je suis une de leurs connaissances. Une connaissance.
Les connaissances ne reviennent pas souvent chez eux. La dernière est partie si vite qu'elle a oublié ses chaussons. De bons chaussons. Je les ai gardés. J'ai marché vers la porte. Sa voix m'a suivi. Fais attention, ma grande. Une bonne famille. Mais ils aiment compter l'argent des autres plus que le leur. Au 3e étage, je me suis collé au mur. La porte était fermée. Mais j'entendais très bien. Sylvie parlait des dettes. Bernard coupait avec des phrases sèches. Pas d'enfant. Le divorce sera facile. Ne la laisse rien réclamer. Ma belle-sœur Léa a ajouté avec un cynisme effroyable. La vieille va craquer. Parle-lui de ton amour de mari. Elle signera n'importe quoi. Bernard a conclu l'affaire. Quel âge a cette Colette? Près de 80 ans. Elle ne va pas se battre longtemps. Je suis redescendu en silence. Je suis passé devant le vieux monsieur sans un mot. Je suis monté dans ma voiture et j'ai appelé Colette. J'ai tout raconté. Grand-mère a écouté. J'ai entendu un petit souffle au téléphone. Ce n'était pas un soupir. Pas un rire. C'était la confirmation d'une théorie policière. Ne va pas se battre, a dit Colette. Ils vont voir ça. 2 jours plus tard, Colette a reçu un appel d'une voix masculine rocailleuse. Madame Colette, c'est Robert. Le retraité du banc au 3e. Votre gendre m'a donné un billet de 100 €. Il m'a demandé de surveiller sa femme et de lui faire un rapport. J'ai pris le billet. C'est un péché de refuser. Je vous fais mon rapport. Votre gendre est un imbécile de première classe. Vous pourrez récupérer l'argent plus tard. J'ai tout dépensé en croquettes pour mon chat. Monsieur Robert, a répondu Colette. Nous connaissons-nous. Vous m'avez aidé en 2007. Pour un recalcul de ma pension militaire. On m'avait volé 500 €. Je n'ai pas oublié. Les dettes se paient toujours. Colette a gardé le silence un instant. Les croquettes, c'est un excellent investissement. Merci beaucoup, monsieur Robert. Le dimanche, la table était magnifique chez ma grand-mère. Du poulet rôti. Des pommes de terre au four. Une grande tarte. Et un silence si lourd qu'on pouvait l'entendre. Ma belle-mère Sylvie avait tiré le lobe de son oreille droite 11 fois en 20 minutes. Tout le monde était assis. Bernard avec le dos très droit. Sylvie avec son faux sourire habituel. Léa mangeait avec un appétit féroce. Julien gardait sa main fermement posée sur mon genou. Colette servait le café avec l'air de la maîtresse de maison parfaite. Je savais que son sport favori était l'étouffement psychologique de ses adversaires sous couvert de politesse. La belle-mère tirait son oreille. En salle d'interrogatoire, on appelle ça un marqueur de mensonge. Après 11 tics de ce genre, on préparait les aveux complets. Le beau-père frottait ses pouces sous la table à une vitesse folle. Il voulait paraître maître de la situation. Mais il cherchait désespérément où il avait perdu le contrôle. Léa engloutissait la nourriture comme si c'était son dernier repas gratuit. Elle n'avait rien à perdre. Elle venait pour le spectacle. C'était la plus honnête de tous. Elle ne faisait même pas semblant. Julien serrait mon genou. C'était un geste de propriété. Pas de tendresse. Colette a distribué les assiettes. Elle a commencé à parler doucement. Pour un étranger, c'était une vieille dame qui discutait avec la famille. Mais je comptais ces questions comme les pas d'un démineur sur un champ de bombes. Sylvie, dites-moi. Si Chloé se retrouvait vraiment sans un centime. Comment aideriez-vous les enfants? Sylvie a tiré son oreille pour la 12e fois. Eh bien. Nous les soutiendrions. La famille, c'est la famille. Nous sommes des gens de principe. Soyons plus précis. Grand-mère lui a versé du café avec une telle insistance que Sylvie a failli s'étouffer avec ses propres mots. Partager le fardeau. Est-ce que ça veut dire s'asseoir et trouver des solutions financières? Ou s'asseoir et préparer un divorce pour diviser les restes? Le visage de Sylvie a perdu ses couleurs d'un seul coup. Léa a essayé d'intervenir. Mais pourquoi parler de divorce tout de suite? Personne ne veut. Léa. Grand-mère s'est tournée vers elle avec un sourire glacial. La température a chuté dans la pièce. Je parle avec tes parents.
Mange ta tarte. Elle est très bonne. Léa a fermé sa bouche et a pris une grosse part. Bernard. Vous êtes un homme très pragmatique. Dites-moi franchement. Si Chloé venait frapper à votre porte demain sans logement, l'accueilleriez-vous? Bernard a toussé dans son poing. Il a joué avec sa fourchette. C'est une question très hypothétique. Pourquoi y répondre? Parce que j'ai posé une question claire. L'accueilleriez-vous? Nous étudierions toutes les options possibles. Étudier les options possibles, a répété Colette avec une douceur terrifiante. C'est une très belle formule. Généralement, cela signifie que tes problèmes sont tes problèmes, mais que ton appartement est à nous. Puis elle s'est tournée vers Julien. Sa voix est devenue maternelle. Mon petit Julien. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? L'honneur de ta femme ou la conservation de son appartement? Le silence a été de courte durée. Julien a commis l'erreur fatale qu'aucun acteur ne peut éviter sous la pression. L'appartement est aussi une partie importante de notre avenir. Je veux dire que s'il est créancier. Il s'est arrêté net. Il a compris sa bourde. Il a voulu corriger le tir. Mais il était trop tard. Le contrat de prêt était sur la table. Il reflétait le vrai visage de chacun sans aucun filtre. Les invités sont partis avec des sourires crispés. Sylvie a fait des compliments sur le repas 3 fois dans l'entrée. Le signe évident qu'il n'y avait plus rien à dire. Bernard a serré la main de grand-mère en silence. Une poignée de main molle. Celle d'un joueur qui vient de tout perdre sans comprendre à quel moment précis le match a basculé. Lors de la réunion finale, Marc a posé la version définitive du contrat devant Julien avec la clause de solidarité totale. Tout s'est terminé en 30 secondes. Julien a pris le stylo. Il a touché le papier. Il s'est figé. J'ai vu un homme au bord d'un précipice réaliser qu'il n'avait jamais eu l'intention de sauter. Je dois réfléchir, a dit Julien. Les conséquences sont trop lourdes. Je dois voir un avocat. Je suis un avocat, a rappelé Marc calmement. Avec le tien, bien sûr. Marc s'est adossé à sa chaise avec la patience d'un vieux juge. Tu dis vouloir partager les problèmes de ta femme. Mais tu refuses de signer le document qui le prouve légalement. Cela porte un nom très précis au tribunal. Ne me menacez pas. Ce n'est pas une menace. C'est un simple fait mathématique. Julien. Ai-je dit? Ma voix me semblait étrangère. C'était la voix de la femme que j'étais devenue. Si tu m'aimes, signe ce papier. Il est resté silencieux. Il a posé le stylo. Il a reculé sa chaise. Tu vas le regretter quand nous serons divorcés. A-t-il lancé depuis la porte. Il est parti. Tu regrettes cette mise en scène? A demandé Colette. Sans cela, je me serais menti pendant des années et j'aurais tout perdu. Tu sais ma chérie. Grand-mère a rassemblé les tasses. En 28 ans de carrière, j'ai compris une chose. Les gens ne changent pas quand on les démasque. Ils se mettent juste en colère. Ils sont furieux d'avoir perdu le contrôle de ta vie. Mais leur colère, c'est leur problème. Pas le tien. Un article diffamatoire est apparu sur Internet 4 jours plus tard. Un texte rempli de détails que seul un proche pouvait connaître. Nos photos de mariage. L'adresse de mon appartement. Le mensonge sur ma faillite. Le titre me qualifiait de femme manipulatrice. J'ai voulu répondre sur mon clavier pour me défendre. Ne descends pas dans la boue pour te battre. M'a arrêté Colette au téléphone. Plus tu cries fort, plus tu te salis. Je ne suis pas une vendeuse de marché. Personne n'aura ma réaction. Laisse-les gonfler leur bulle. Plus elle est grosse, plus l'explosion sera spectaculaire. Marc a analysé le texte. Il y a une taupe dans ton bureau. Chloé, quelqu'un de ton cercle professionnel a vendu ces détails. Et que devons-nous faire? La trouver. J'ai déjà un plan. Le piège a été posé le lendemain. Un faux document confidentiel a été envoyé à 2 employés. La directrice des opérations et une gestionnaire. Le soir même, les phrases exactes du document étaient publiées en ligne. Sophie, ma collègue, s'est effondrée en larmes devant Marc au bout de 3 minutes. Plus vite que je ne le pensais. Ça faisait très mal.
Céline lui avait promis de payer le crédit médical de sa mère. C'était l'histoire classique où le traître se prend pour une victime du destin. Je ne savais pas qu'ils allaient tout publier. Pleurait Sophie. On m'a dit que c'était pour se protéger. Sophie. Ai-je dit quand elle a signé ses aveux? Tu te souviens quand nous partagions nos repas d'étudiante? Quand je te payais avec mes propres économies parce que l'entreprise démarrait à peine. Elle a hoché la tête sans me regarder. Ne m'appelle plus par mon prénom. Les vrais amis ne font pas ça. Je regardais les lumières de la ville. Grand-mère était à la porte. Payer les soins de sa mère, c'est une belle excuse. Mais la trahison pour de l'argent reste un diagnostic incurable. Et nous ne sommes pas des médecins ici. Céline, la maîtresse, a pris contact avec nous d'elle-même. Elle était terrifiée et épuisée. Elle portait un masque et une casquette. Elle ressemblait à un animal traqué par sa propre ombre. Le rendez-vous a eu lieu dans un café sous vidéosurveillance. Marc était à la table voisine. Céline a posé une clé USB et un vieux téléphone sur la table. Il veut tout me mettre sur le dos, a-t-elle dit très vite. Il a préparé des faux documents où je suis la bénéficiaire des fonds. Si ça explose, il dira que sa femme et moi l'avons manipulé. Pourquoi l'avoir enregistré? Ai-je demandé. Parce qu'il se gardait toujours une porte de sortie avec moi aussi. Je ne suis pas idiote. Je savais comment il fonctionnait. Vous saviez, mais vous êtes resté. Elle s'est tue. J'ai compris la réponse. On reste parce qu'on espère secrètement être l'exception à la règle. Sur les enregistrements vocaux, la voix de Julien était arrogante. Il se vantait devant ses amis. Les femmes riches sont faciles à manipuler. Il suffit de jouer le mari parfait au bon moment. Il m'appelait le gros poisson. Il parlait d'une autre femme qui avait tout perdu à cause de sa naïveté. J'écoutais sans verser une larme. La douleur frappait au même endroit. Mais la source des larmes était tarie. Depuis trop longtemps. Marc a scellé les preuves pour l'expertise. C'est largement suffisant. A-t-il dit. Ce genre d'homme crée un vrai club d'investisseurs dupés. Mais il vole des cœurs et de l'argent. Au palais de justice de Marseille, j'étais assise dans un chemisier blanc simple. Pas de maquillage. Pas de bijoux. J'ai gardé le silence tout au long de l'audience. Je laissais les preuves implacables de Marc parler à ma place. Julien était venu avec ses parents pour jouer la grande victime. Sylvie avait mis trop de maquillage. Léa n'était pas venue. Quand la situation sent mauvais, Léa fuit la lumière. Julien a donné sa version dramatique. Ma femme a caché sa fortune. Elle a simulé une faillite. Elle a utilisé sa grand-mère policière pour me terroriser. Sylvie pleurait bruyamment dans la salle. Marc a sorti les preuves une par une. Chaque pièce devenait une brique dans le mur qui étouffait mon mari. Les 150 000 € volés sans contrat. Les photos du café. Les messages menaçants pour me forcer à emprunter l'argent à Colette. La vidéo de la porte d'entrée où Sylvie dit de prendre l'argent avant de la jeter. Le témoignage du retraité du banc qui a décrit son rôle avec une simplicité redoutable. Je suis assis là tous les jours. Les gens parlent. J'écoute attentivement. C'est mon travail de retraité. Quand la voix arrogante de Julien a résonné dans la salle, le contraste avec sa posture de victime a été dévastateur. Sylvie a caché son visage. Bernard a baissé la tête. Julien a crié au scandale et à la provocation illégale. Le tribunal juge des violations de droits financiers selon le Code civil. A répondu Marc. Parallèlement, une plainte pénale pour escroquerie aggravée et diffamation est déposée au parquet. Le juge a rendu son verdict. Les 5 millions d'euros sont ma propriété exclusive. L'entreprise a été fondée avant notre mariage et il n'a jamais participé à son développement. L'appartement me revient de droit. Les fonds volés doivent être remboursés avec intérêt. Le dossier est transmis au procureur. Un officier de police attendait Julien dans le couloir. Marc avait déposé la plainte pénale à l'avance. La convocation lui a été remise devant tout le monde. Sylvie et Bernard sont passés devant moi sans un seul regard. Comme on passe devant un miroir de vérité qu'on refuse de regarder. Colette m'attendait sur le parvis du tribunal. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a tendu une bouteille d'eau fraîche. Ça va. Tu respires mieux. Retiens la leçon,
Ma chérie. N'essaie plus jamais d'acheter l'honnêteté avec ta gentillesse. Les gens honnêtes n'ont pas de prix. Et les pourris en voudront toujours plus, quoi que tu donnes. J'ai bu de petites gorgées. Je regardais le ciel au-dessus de Marseille. Des nuages gris. Le soleil qui perçait. L'asphalte brillant après l'averse. La ville était la même. C'est moi qui avais totalement changé. Le soir, dans la maison en pierre de ma grand-mère, je me tenais devant le miroir de mon ancienne chambre. Je brossais mes cheveux lentement. Un geste répété des milliers de fois. Le reflet montrait la même femme. Mais les yeux étaient totalement différents. Des yeux qui n'attendent plus que quelqu'un s'excuse ou change par miracle. Des yeux qui voient la réalité. Colette est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle a parlé avec cette voix douce qui annonçait les choses importantes. Ma chérie. J'ai préparé une tarte et une bonne tisane. Tu en veux? Oui, grand-mère. J'en veux bien.